Les entreprises et des hommes, l'histoire secrète des entreprises, marques et inventions, par Julien David. Tout le monde connaît ce nom, mais personne ne connaît son histoire. Le caddie n'est pas qu'une marque de chariot. C'est aussi le symbole d'un génie industriel alsacien ayant conquis le monde avant de devenir le nom commun d'un naufrage. Je suis Julien David, et aujourd'hui, dans des entreprises et des hommes, nous allons pénétrer dans les entrailles de l'industrie française pour comprendre comment un empire né à Schittingheim dans le Bas-Rhin a fini par perdre son nom. L'histoire de la marque Caddy est celle d'un modèle de réussite français, hélas altéré par les aléas de la mondialisation. De sa naissance à sa disparition définitive de la scène industrielle, l'épopée du chariot emblématique Made in France, riche en innovations fondatrices, est ponctuée de crises, de résurrections et de luttes inabouties. L'aventure commence en 1928 à Bischheim, dans le Bas-Rhin. Raymond Joseph fonde une petite entreprise avec son frère et quelques associés. Elle est spécialisée dans la transformation du fil d'acier, fabriquant des articles ménagers et agricoles, des paniers à œufs aux égouttoirs à vaisselle, en passant par les clapiers, étendoirs à linge ou encore porte-savon. Dès 1934, la société se développe et déménage à Schittingheim, dans le Bas-Rhin, son site historique dans la banlieue nord de Strasbourg. Au fil des années, Raymond Joseph rachète plusieurs petits ateliers voisins, agrandissant sa capacité de production. L'entreprise prend alors la dénomination les Ateliers Réunis. Mais l'occupation allemande brise cet élan, mettant un terme provisoire à l'activité de l'entreprise, qui ferme en 1941. Familiale et juive, l'entreprise est confisquée et la famille se réfugie à Limoges. Raymond Joseph redémarre fortement ses activités après-guerre, les idées plein la tête, afin de répondre à la soif d'achat des Français. Inspiré par son neveu, Marc, étudiant aux États-Unis, il réalise plusieurs voyages d'études outre-Atlantique, y découvrant le libre-service et l'invention du chariot de course. Il convient de le préciser car le détail est capital et indissociable de l'histoire de l'entreprise. Libre-service s'installe progressivement en France durant le XXe siècle. Mais bien avant le libre-service, au XIXe siècle, la France avait déjà brisé les codes du commerce traditionnel avec la création du bon marché, du printemps ou de la Samaritaine, également des galeries Lafayette. Cette épopée des grands magasins, essentiellement parisiens, immortalisée par Émile Zola dans Bonheur des dames, pose les jalons du commerce moderne. L'enseigne Dame de France s'implante également à l'époque dans quelques villes de province. L'affichage du prix transforme alors le client en consommateur, tandis que des enseignes comme Félix Potin ou Casino, nées au XIXe siècle, transforment les courses en activité sociale. Raymond Joseph devient le passeur entre ces deux époques, celle des grands magasins, de chaînes d'épicerie en succursale, et celle de la grande distribution qui basculera réellement dans les années 60 dans l'Hexagone. Il identifie trois forces révolutionnaires: l'autonomie du client par le libre service, la victoire par le volume du prix bas, et le chariot comme outil levant la limite physique à l'achat. Né aux États-Unis en 1916 avec Clarence Saunders et son enseigne Piggly Wiggly à Memphis, le libre service invente la marche forcée en S et remplace le commis par le vendeur muet, l'emballage. La Grande Dépression de 1929 agit comme un accélérateur, poussant l'épicier Michael J. Cullen à créer l'enseigne King Cullen à New York en 1933, proposant une distribution à bas prix dans des entrepôts. Alors qu'aux États-Unis, le chômage atteint 25%, avec 13 millions de chômeurs en 1933, Cullen comprend que le service devient un luxe superflu dans une Amérique ruinée. La consommation devient l'outil de relance du New Deal de Roosevelt. Bien que semblant protégé, le taux officiel de chômage étant de 4,5% en 1932, la France subit en réalité un impact plus lourd, touchant près d'1 million de personnes si l'on inclut le chômage partiel. L'hybridation française s'opère dès 1931 avec l'ouverture de prises uniques Pierre Laguioni, dirigeant du Printemps, à Paris, puis de Monoprix en 1932 à Rouen puis à Paris, la filiale populaire des Galeries Lafayette, créée sous l'impulsion de Max Hellbrand. Ces enseignes imposent le prix unique dans la France de l'entre-deux-guerres. Bien que le vendeur reste présent devant les banques, le nom des étals à l'époque, ces différentes enseignes de magasins préparent le terrain de la grande distribution. Jusqu'au cadre légal de 1948, qui autorise le libre service intégral dans l'immédiat après-guerre en France. Comme pour les pionniers français de la grande distribution, l'inspiration du chariot de course vient aussi d'outre-Atlantique. Inventé en 1936 par Sylvan Goldman, pour ses magasins à prix cassé Humpty Dumpty, Oklahoma City, le chariot parachève cette mécanique de flux. Pour normaliser cet usage, jugé au départ efféminé ou trop proche de la poussette, Goldman dut payer des figurants pour en faciliter l'usage par mimétisme. Avant de devenir millionnaire, l'usage du chariot s'étendant rapidement à tous les États-Unis. Le chariot permet de combler le vide, augmentant l'achat impulsif. Il fait le pont entre le rayon et le coffre de la voiture dans les périphéries d'agglomération. Raymond Joseph adapte ce modèle aux structures étroites du vieux continent, en utilisant l'expertise des ateliers réunis dans le fil métallique pour créer un objet radicalement nouveau. Stéphane Dedieu, PDG en 2014 et mémoire de l'entreprise,
se rappelle que revenu d'un voyage d'études aux États-Unis, Raymond Joseph aurait déclaré au cadre de l'entreprise réunie en Alsace: Messieurs, le supermarché, c'est le futur du commerce en France, et les paniers à roulettes vont devenir l'outil de ces futurs acheteurs. C'est tellement plus simple de faire ses courses. Nous devons les fabriquer. Convaincu que le supermarché est le futur, il dessine un châssis monobloc indestructible et invente le système d'emboîtement en V ou U, apportant ainsi son regard d'ingénieur. Cette clé logistique est vitale pour les parkings et entrées de magasins qui seraient sinon saturés d'objets vides. Inspiré par un séjour au golfe de Vittel, il dépose en 1957 le nom de caddie. Ce terme est inspiré des porteurs de sacs de golf, les caddies, suggérant l'assistance personnelle, devenant ainsi un standard industriel mondial. Il est déposé afin de le protéger de la concurrence, puis accolé au nom de la société. Malgré ses 8 ans d'avance sur un marché français encore dominé par les épiceries de quartier, Joseph saura profiter de la convergence des années 60, marquée par l'essor de la voiture et l'urbanisation galopante. La population urbaine dépasse la population rurale en France dès 1931. Tournant et fracture historique, cette tendance démographique s'accentue de 1950 à 1970. La bascule s'opère au début des années 60, suivant le concept No Parking, No Business, ayant inspiré les fondateurs de Carrefour et Auchan en France. L'installation des magasins aux nœuds routiers s'impose, structurant alors les banlieues françaises. Dans l'Hexagone, ce séisme social provoque la résistance de Pierre Poujade dès 1953, mais n'empêche pas l'émergence des géants. Édouard Leclerc à Landerneau en 1949, Carrefour à Annecy en 1960, puis l'ouverture historique de Saint-Geneviève-des-Bois en 1963. Ils ont inventé la consommation de masse, Caddy a fabriqué l'outil pour la transporter. C'est l'explosion du modèle Leclerc, fonctionnant sur la franchise, qui généralise ainsi le libre service en France, rendant le chariot indispensable pour transporter les volumes achetés. Raymond Joseph observe attentivement la naissance et le développement de ces différents acteurs. Après de longs développements, il s'associe à eux à partir des années 1960. Durant les Trente Glorieuses, l'entreprise alsacienne s'impose ainsi tel le fleuron de l'industrie française du fil d'acier, équipant la grande distribution. Devenu fournisseur et partenaire logistique indispensable des distributeurs, l'entreprise Les Ateliers Réunis Caddy garantit un gain de place de 75% grâce à ses brevets. Dans les années 1970, la livraison de chariots est le jalon critique. Plusieurs ouvertures d'hypermarchés sont décalées, parce que les caddies ne sont pas encore livrés. Sans eux, le modèle du libre-service est impraticable. L'entreprise suit ses clients à l'international, équipant Carrefour lors de son implantation en Espagne sous l'enseigne Crica en 1973, puis au Brésil et à partir des années 1990 au Maghreb, en Europe centrale et en Asie. L'export représente 40% du chiffre d'affaires de la marque jusqu'au milieu des années 1990, s'imposant dans 120 pays. Caddy adapte parfois ses modèles aux besoins locaux, tout en imposant son standard de qualité, zingage et soudure électrique. À son apogée, l'usine de Schittingheim produit 5000 chariots par jour, soit près d'1 million par an, réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie plus de 1000 salariés, structurant ainsi l'économie locale. La marque est un atout très fort, associé à la qualité, un point sur lequel Raymond Joseph veille toujours scrupuleusement. Elle entre dans le langage courant, les clients allant chercher un caddie plutôt qu'un chariot, facilitant ainsi le contact commercial partout dans le monde. Stéphane Dedieu le rappelle. C'était une période folle pour l'entreprise. Les magasins ouvraient en fonction de la date de livraison de leur caddie. À l'époque, tout était produit au même endroit, et nous n'arrivions plus à suivre. Mais le modèle visionnaire est reproduit par des entreprises concurrentes. À la fin des années 1970, l'entreprise entre en légère perte de vitesse. Le décès de Raymond Joseph en 1984 marque une rupture. La succession contestée au profit de sa fille Alice fige l'entreprise dans une gestion patriarcale, alors que le marché s'accélère. Le déclin est indissociable du succès de son concurrent, l'allemand Wenzel, né en 1947. Initialement dans l'horlogerie, la famille Wenzel est expulsée de la région des Sudètes en Tchécoslovaquie en 1945. Elle s'installe en République fédérale d'Allemagne, ex-Allemagne de l'Ouest, à Leipheim en Bavière, où elle ouvre un atelier de réparation de balances industrielles. Rudolf Wenzel Jr. lance le Concentra en 1951, un modèle à panier fixe plus robuste que le Caddy. Dans les années 70, Wenzel devient une multinationale agile, avec 12 usines dans 8 pays, permettant de livrer Walmart ou Tesco, avec des coûts logistiques dérisoires, en se plaçant au plus près des marchés ciblés. En 1980, Wenzel s'installe même à Sélestat en Alsace, pour attaquer Caddy sur ses propres terres. L'Allemand gagne ainsi du terrain, investissant tôt dans le plastique et les chariots connectés. Prisonnier de sa culture de l'acier, ayant pris plus tardivement le virage du plastique, Caddy s'obstine à tout produire en Alsace. L'entreprise voit sa part de marché mondial dégringoler de 20% en 10 ans, de 1984 à 1994. En 2012, Alice Joseph cède l'entreprise pour 8 millions d'euros à Altia, groupe spécialisé dans la sous-traitance automobile et l'usinage de précision. Ce rachat désastreux est marqué par de mauvais choix stratégiques pris.
Altia renonce même aux royalties de Volkswagen pour le nom Caddy, privant ainsi l'entreprise d'une rente annuelle de plusieurs millions d'euros. Altia dépose finalement le bilan en 2014, entraînant une valse de repreneurs. Stéphane Dedieu, ancien directeur commercial, tente de sauver la production française en s'associant à des investisseurs polonais, puis italiens, à des fins de croissance externe. Cela permet une brève renaissance, passant par l'innovation, chariots connectés et hybrides. Stéphane Dedieu est le visage médiatique de la marque durant une décennie de 2014 à 2022. Il lutte pour le maintien de la production en France face à une concurrence internationale effrénée et aux difficultés financières chroniques. Mais l'outil reste sous-exploité avec seulement 1500 chariots produits pour une capacité de 5000. Caddy, les ateliers réunis, obtient le label Entreprise du patrimoine vivant en 2020. Ce label de l'État distingue les entreprises françaises au savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence. Pour Caddy, cela récompense sa maîtrise historique du travail du fil d'acier, ses techniques spécifiques de soudure et de zingage, traitement de surface, son statut d'inventeur du chariot moderne, symbole de la consommation de masse. Le label EPV est normalement un gage de pérennité, mais il a pourtant été décerné en pleine tourmente. L'entreprise a connu 4 redressements judiciaires depuis 2012. Le label a été un argument fort pour tenter de sauver l'usine de Detwiller, car il prouvait que la valeur de Caddy n'était pas seulement dans sa marque, mais dans les mains de ses ouvriers. La crise du Covid-19, gelant les commandes des distributeurs, et l'explosion de 300% du prix de l'acier et de l'énergie en 2021 achèvent la rentabilité alsacienne. En juillet 2022, lors de la reprise par le groupe Touché, basé à Valenciennes, à l'origine spécialisée dans les services industriels et le transport, l'effectif est réduit à seulement 128 salariés, vestige du millier d'ouvriers de l'apogée. Ce dernier carré passera à 110 personnes avant la liquidation finale. Malgré ce plan de la dernière chance, le carnet de commandes reste désespérément vide face à l'agilité de ses concurrents. Juillet 2024, après 96 ans, le rideau tombe. Ce fleuron de l'industrie française du fil d'acier disparaît définitivement, faute de repreneurs. L'histoire de Caddy n'est pas seulement celle d'une entreprise industrielle, c'est le récit d'une invention ayant révolutionné les courses. C'est le symbole du libre-service durant les 30 Glorieuses, marqué par l'urbanisation galopante et la famille nucléaire en voiture, qui se heurte aujourd'hui à un modèle en pleine mutation. Le consommateur urbain ne veut plus passer son week-end dans un entrepôt géant en périphérie. La révolution d'Internet et l'entrée en jeu d'Amazon ont achevé de fragiliser le tout sous le même toit. Aujourd'hui, l'hypermarché de plus de 2500 m² traverse une crise structurelle profonde, laissant place au renouveau des supérettes de quartier et des circuits courts. Le Caddy disparaît, laissant derrière lui un paradoxe. Son nom survit comme un terme générique dans le langage quotidien par antonomase. Mais son savoir industriel a été balayé par l'incapacité à s'adapter à l'agilité numérique et logistique du XXIe siècle. L'histoire de Caddy nous rappelle qu'aucune entreprise humaine n'est éternelle, ou du moins si elle ne sait se diversifier à temps, au-delà de la question de notre souveraineté économique. Si ce premier épisode a suscité votre intérêt, n'hésitez pas à vous abonner. Pour discuter de ces enjeux ou tout simplement échanger, rejoignez-moi sur LinkedIn. Je suis Julien David et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle page de notre histoire économique.